Donc oui, je vais prendre une optique santé publique pour examiner le contenu du partenariat. Disons que depuis la fin des années 90, les gens qui œuvrent en santé sont devenus de plus en plus préoccupés ou à tout le moins intéressés à connaître le contenu des accords commerciaux, de même que l'impact du commerce international, que ce soit l'impact sur les systèmes de soins de santé, mais aussi sur les déterminants de la santé, que ce soit la pauvreté, la malnutrition, la sécurité alimentaire, une longue liste d'enjeux. Mais l'élément déclencheur, ça a été véritablement la propriété intellectuelle, l'inclusion de la propriété intellectuelle dans les accords de l'OMC en 94, qui a déclenché cet intérêt-là, mais aussi la libéralisation du commerce dans le cas du tabac. Ça a créé beaucoup de préoccupations chez les gens qui travaillent à la lutte anti-tabac. Et là, on retrouve dans l'accord du partenariat une exception très particulière dédiée au tabac qui indique que les dispositions de règlement de différends qui se retrouvent dans l'accord ne s'appliquent pas, enfin celles qui sont du type investisseur-État, c'est-à-dire qui permettent aux investisseurs de directement enclencher un processus de règlement de différends, ne s'appliquent pas au cas du tabac. Cette clause-là, cette exception-là ne s'applique pas dans le cas des règlements de différends entre États, là, d'État à État. Donc, c'était là une proposition de la Malaisie. Puis aujourd'hui, je vais vous parler brièvement, 7 minutes, du pourquoi, d'où vient cette exception, cette clause-là, puis discuter un peu des implications là, plus larges de ce type d'exception dans un accord. On pourrait dire que l'origine de cette clause nous vient de l'Australie, c'est-à-dire qu'en 2011, le gouvernement australien au fédéral a adopté une loi qui indiquait que l'emballage des paquets de cigarettes, non seulement allait inclure les images qu'on connaît bien déjà au Canada d'avertissement sur les dangers liés au tabagisme, mais aussi allait enlever les logos et que les marques de commerce des compagnies ne seraient seulement indiquées en caractère très générique en bas, là, je ne sais pas si vous voyez à l'image, en bas de l'emballage. Donc, tout l'aspect de marque, donc de branding, serait retiré de l'emballage des paquets de cigarettes. Cette mesure-là, c'est fondée dans les données probantes là, des gens qui ont étudié quelles mesures mettre en place pour réduire le tabagisme. Ça fait partie de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui indique que les mesures sur l'emballage doivent faire partie de ce que les États membres de la Convention cadre doivent mettre en place. Et les directives de mise en œuvre indiquent que ce type de mesures sur l'emballage devrait être intégrées dans la panoplie de mesures anti-tabac là, qui doivent être mises en place pour que cette lutte-là fonctionne. Là, il n'y a pas une mesure qui fonctionne, mais lorsqu'on a tout un portefeuille de mesures, on réussit, comme on a réussi au Canada et dans plusieurs pays industrialisés, à réduire la prévalence du tabagisme. Donc, on a cette loi-là, mais évidemment, les compagnies de tabac n'étaient pas du tout contentes de cette nouvelle mesure. Et là, on commençait à utiliser les mécanismes de règlement de différends que l'on retrouve dans les accords commerciaux. En premier lieu, ils ont utilisé plutôt les accords qui portent sur l'investissement. Donc, il y a un accord bilatéral entre Hong Kong et l'Australie, un accord d'investissement. La compagnie Philip Morris Asia a utilisé a donc fait une demande d'arbitration à la Commission des Nations unies pour le droit commercial international. Je pourrais, si vous voulez, expliquer un peu sur quelle base ils se fondent pour remettre en cause cette loi, mais c'était une première étape dans leur stratégie pour contrer cette loi-là. Ensuite, à l'OMC, il y a un panel qui est toujours en train d'être en processus. Donc, depuis 2012, un nombre de pays, l'Ukraine, l'Honduras, la République dominicaine, l'Indonésie et Cuba, plus récemment, ces 3 derniers,
ont engagé donc un processus à l'OMC de règlement des différends concernant cette mesure-là. C'est une mesure en parenthèse là, qui commence aussi à être considérée par les gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande. Et on attend les décisions de panel en 2016, probablement dans la dernière partie de 2016. Donc, il s'agit là de disputes commerciales qui inquiètent beaucoup les gens en santé publique. C'est-à-dire, est-ce que là, on est en train de perdre notre capacité de réglementer, d'adopter des mesures que nous, on est persuadés qu'elles sont efficaces ou qu'elles font partie d'un portefeuille de mesures efficaces, étant donné que nos collègues du ministère du Commerce ont signé des accords en investissement ou en commerce, on perd là des leviers importants. C'est qu'il y a une véritable préoccupation. Et donc, il y a eu un mouvement de plaidoyer, de lobbying par différents groupes pour retirer le tabac ou créer une exception pour le tabac dans les accords commerciaux. Et c'est là une première dans le partenariat transpacifique qu'on voit l'apparition de ce type d'exception. Fait que brièvement, sur les implications de cette clause-là, évidemment, ceux qui s'y opposent et même ceux qui prennent peut-être un regard plus systémique, c'est là un précédent assez inhabituel, ou en tout cas un précédent que certains ne voudraient pas voir, où on commence à exclure certaines industries, certains produits de négociations commerciales qui se veulent assez englobantes. Évidemment, les compagnies de tabac ont présenté ça comme un terrain glissant, c'est-à-dire, ben là, c'est nous en premier, les prochains, ça va être l'alcool, ensuite les boissons sucrées, les aliments gras et salés. Donc, ils ont fait une campagne assez bien organisée, mais il semble qu'ils n'ont pas réussi. 1 minute. OK. La Chambre de commerce américaine a beaucoup travaillé à s'opposer à ça. Mais je pense que le dernier point qui est peut-être le plus important du point de vue de l'implication systémique, c'est de savoir, est-ce que cette exception-là ne nous dit pas qu'il y a là une reconnaissance d'une faiblesse de l'exception générale qui était déjà dans le GATT, c'est-à-dire qu'il y a une exception générale pour la santé, donc les mesures qui sont nécessaires, les règlements qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes permettent aux parties dans le fond, de se retirer de l'accord ou d'expliquer une certaine mesure, de justifier une mesure pour des raisons d'objectifs de santé publique que l'État en question a. Donc, est-ce que là, on reconnaît pas que cette exception-là n'est pas suffisante et qu'il faut ajouter d'autres protections pour s'assurer que les pouvoirs réglementaires des États qui veulent obtenir des gains en santé, mais ça pourrait être des pouvoirs réglementaires pour d'autres objectifs, que ce soit en développement durable ou ailleurs. Est-ce qu'il y a là vraiment un questionnement sur comment protéger les pouvoirs réglementaires?